Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition en fin de journée désormais à partir de 17h pendant 1 heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'ambiance du jour sur les marchés alors que la Fed donne le coup d'envoi du symposium de Jackson Hole aujourd'hui. Le point d'orgue, ce sera demain avec le discours de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Et pour saluer ce rendez-vous, on voit une légère remontée des taux longs depuis 24-48 heures. On a peut-être repris une dizaine de points de base sur les taux longs américains et sur les taux longs européens également. En Allemagne, on parlera du sujet des taux et du marché obligataire et des banques centrales, bien sûr, avec Frédéric Ducrozet qui sera avec nous dans un instant à distance depuis la Suisse, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Du côté des marchés actions, on continue de compter les records du marché américain. Nouveau record hier en clôture pour le S&P 500 et le Nasdaq. La situation est un peu différente en Europe, même s'il n'y a pas d'alerte majeure. On a tous en tête la petite correction de 4-5% qu'on a vécue la semaine dernière sur les indices européens, qui se sont stabilisés depuis, mais sans grand enthousiasme. On reste quand même sur la défensive, il faut le noter aujourd'hui à mi-séance, avec un léger retrait des indices européens. Le CAC est en baisse de 0,35%. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, Tendance, mon ami, parmi les vedettes du jour, il faut le noter quand même sur le marché parisien. Alors on ne parlera pas du luxe, enfin on en parlera parce que le luxe continue de baisser et ça c'est quand même un vrai sujet depuis la correction violente du secteur du luxe la semaine dernière. Dans les deux vedettes du jour s'appellent Vivendi et Bouygues. Bouygues qui a publié des résultats qui viennent clôturer la campagne de publication des entreprises du CAC 40. Tendance, mon ami, comme chaque jour à la mi-journée à 12h30 sur Bismart, les infos clés à mi-séance en Europe sur les marchés avec Alix Nguyen. Le CAC 40 cède du terrain à quelques heures de l'ouverture de Jackson Hole. Si l'événement commence aujourd'hui, il faudra néanmoins attendre 16h demain pour entendre Jérôme Powell s'exprimer et voir une éventuelle réaction sur les marchés. Malgré des nouvelles rassurantes concernant la vaccination contre le Covid-19, la préoccupation des investisseurs demeure celle de l'évolution de la reprise et donc de la politique monétaire aux États-Unis. Deux angles sur lesquels le président de la Fed devrait apporter son éclairage. À Wall Street, hier, les initiatives sont restées très limitées malgré des indices qui gagnaient quelques points en fin de séance. Aujourd'hui, les contrats futurs s'orientent vers un repli. En Asie, la séance sur les bourses asiatiques est marquée par l'annonce d'un relèvement de taux de la Banque de Corée du Sud. C'est le premier en 3 ans. Il s'agit donc de la première banque centrale d'Asie à resserrer sa politique monétaire depuis le début de la crise du coronavirus. Sur le plan des statistiques, on attend aujourd'hui la deuxième estimation du PIB des États-Unis au deuxième trimestre 2021, puis les inscriptions hebdomadaires au chômage. Les chiffres seront dévoilés à 14h30. Du côté des valeurs, la grande majorité des valeurs du CAC 40 sont dans le rouge, dont celles qui ont très largement profité de la hausse des marchés depuis le début de l'année, à savoir les valeurs cycliques ou celle du luxe. Les quelques progressions du jour reviennent entre autres à Bouygues. L'opérateur a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année à la suite de bons résultats semestriels. Le groupe a déclaré que sa marge opérationnelle courante 2021 devrait revenir au niveau d'avant la crise. Et un autre titre qui progresse, celui de Vivendi, qui prévoit d'introduire Universal Music Group en bourse. Le groupe s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 10%. Eiffage a publié un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 25,8% par rapport à la même période l'an dernier et de 1,9% par rapport aux 6 premiers mois de 2019. Le conseil d'administration d'Iliad a décidé d'accueillir favorablement le projet d'offre de rachat de la holding de Xavier Niel du nom d'Olco. Le gestionnaire d'actifs allemand DWS, filiale de Deutsche Bank, est l'objet d'une enquête fédérale des autorités américaines. Elle le soupçonne d'avoir menti sur l'ampleur de ses investissements dans l'économie verte. Il s'agit d'une information du Wall Street Journal. Et puis Barclays va investir plus de 343 millions d'euros afin de développer ses activités en Inde.
Tendance, mon ami, avec Alex Nguyen chaque jour à 12h30 et à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et on parle de l'ambiance de marché en cette rentrée, au moment où le symposium de Jackson Hole va démarrer dans le Wyoming tout à l'heure. Frédéric Ducrozet est avec nous à distance, en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Ravi de vous retrouver. C'est vrai que l'ambiance du jour se reflète peut-être à travers les mouvements, les micro-mouvements du marché obligataire, mais depuis 24-48 heures, on a récupéré une dizaine de points de base environ sur les taux longs américains, avec peut-être des effets de contagion également sur les taux européens. Est-ce qu'il y a des explications particulières à ce mouvement, ou est-ce qu'on est dans une logique purement technique de ce point de vue-là, Frédéric ? On est plutôt dans une logique effectivement technique de positionnement un peu prudent avant Jackson Hole. C'est un événement qu'on attend tous depuis très longtemps. On connaît la date, c'est le genre d'événement dans les marchés qui est tellement repéré, identifié, qu'il entraîne ce genre de petits mouvements en préparation pour ne pas prendre trop de risques avant le week-end et dans des conditions de liquidité qui sont quand même encore celles du mois d'août, toujours plutôt difficiles. Et puis, par ailleurs, en Europe notamment, ne jamais oublier qu'on est à des niveaux toujours très bas, négatifs pour la plupart des pays de la zone euro sur les taux d'intérêt à 10 ans. Donc le moindre petit mouvement, non seulement est visible, parce que en valeur relative, j'allais dire en mouvement relatif, c'est plus important, et puis peut être amplifié par là aussi des mouvements parfois de convexité, très techniques. Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas oublier que depuis maintenant plusieurs mois, depuis que l'inflation remonte aux États-Unis, on ne comprend pas bien ce qui se passe sur le marché obligataire. Donc ces mouvements-là aussi, encore une fois, ne me semblent pas justifiés par des fondamentaux. Quand les chiffres d'inflation étaient plus élevés que prévu aux États-Unis, systématiquement les taux ont baissé. Donc il y a un ensemble d'éléments et puis une visibilité macroéconomique sur le long terme, sur l'inflation notamment, qui reste faible. C'est une grande question pour laquelle on n'a pas encore la réponse définitive. Parlons de Jackson Hole, Frédéric, mais c'est peut-être intéressant d'en parler sous l'angle et sous le prisme de la Banque centrale européenne. Il y a eu quelques prises de parole, notamment hier le chef économiste Philippe Lane, avant la réunion de rentrée de la BCE qui se tiendra le 9 septembre prochain. Est-ce que la BCE doit s'inquiéter du virage de politique monétaire qui est en train de prendre la Réserve fédérale américaine, Frédéric ? Je pense que la BCE s'inquiète, et c'est légitime, de beaucoup de choses depuis bien longtemps, mais le resserrement possible de la politique monétaire américaine, pour moi, n'est pas le risque principal. Et d'ailleurs, Philippe Lane cite bien évidemment l'évolution du virus, du variant Delta, avec une vision plus optimiste sur l'Europe. Là aussi, ça a pu expliquer un petit peu la réaction du marché hier, comme l'Europe est relativement bien avancée dans sa campagne de vaccination par rapport à d'autres pays émergents en tout cas. C'est une région qui pourrait être moins exposée à ces risques-là. Mais il y en a d'autres en Europe, et c'est Isabelle Schnabel, une autre membre du comité du board de la BCE, qui l'a dit ce week-end. Le risque à long terme en Europe, c'est toujours d'avoir une croissance trop faible et une inflation trop faible, plutôt que l'inverse. On n'est pas dans la configuration de politique économique américaine, on a toujours beaucoup de questions. Il y a les élections allemandes qui arrivent, il y a la politique budgétaire qui reste peut-être encore en deçà des ambitions qu'on pourrait espérer en termes de policy mix en Europe. La BCE n'est pas sortie de cette situation de crise, loin de là. Si même l'allemande Isabelle Schnabel reconnaît que le risque de moyen terme, c'est plutôt le risque de déflation ou de désinflation, toujours pour la zone euro, Frédéric, on imagine que la BCE, après la revue stratégique qui a été menée et dont les conclusions ont été rendues au début de l'été, va entamer une discussion technique, stratégique, importante pour passer le relais. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase de transition. Le programme d'urgence pandémique va devoir s'arrêter à un moment. C'est un peu le changement de tempo, d'ailleurs, général du policy mix global. On a sur le front budgétaire Bruno Le Maire qui nous dit c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Mais du côté des banques centrales aussi, on va passer dans un nouveau régime. Comment va se préparer cette discussion ? Est-ce que c'est déjà une discussion qui doit être abordée, par exemple, le 9 septembre prochain, Frédéric ?
Oui, tout à fait. Il y a des similitudes de ce point de vue-là entre l'Europe et les États-Unis. La BCE doit préparer le terrain. Là aussi, c'est très flagué, entre guillemets. On sait qu'en mars 2022, le programme d'urgence de rachat d'actifs devrait s'arrêter. On sait qu'il y a d'autres outils pour prendre le relais. On a 6 ou 9 mois pour préparer le terrain. Je pense que entre les lignes du discours de Philip Lane se dessine une décision plutôt pour le mois de décembre. C'est un timing qui me semble plutôt bon. On aura le recul sur l'expérience américaine, non seulement de la politique monétaire, mais de la politique budgétaire, qui est toujours aussi un peu incertaine là-bas. Et puis on aura peut-être, j'espère, plus de visibilité sur le virus, la campagne de vaccination, les risques de ce point de vue-là aussi. Mais la grosse différence, au-delà de ces ajustements à court terme, c'est que les États-Unis vont passer d'un QE de 120 milliards de dollars, grosso modo, par mois à zéro à terme, là où la BCE va passer de 80-100 milliards, un petit peu moins, à quelque chose de beaucoup plus significatif et en tout cas un soutien qui va rester, j'en suis convaincu, très important pendant plusieurs années. Et là, la différence entre les États-Unis et l'Europe va peut-être ressurgir, revenir aussi comme un thème sur les marchés, sur les devises, sur les taux. C'est quelque chose qui est plutôt de nature à soutenir les actifs risqués européens relatifs, même toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, en fonction des perspectives de croissance. Donc il ne faut pas imaginer dans un premier temps, Frédéric, alors la BCE passant du plan d'urgence à un retour à un programme de quantitative easing plus traditionnel, en termes de montant d'achat, vous dites il ne faut pas qu'il y ait de gap entre le mois de mars 2022 et le mois d'avril. En avril 2022, il faudra que d'une manière ou d'une autre, la BCE continue d'acheter les mêmes montants, quelle que soit l'enveloppe ou le programme qu'elle aura choisi. Il n'y aura pas de gap, il n'y aura pas de falaise ou de passage de 100 milliards à zéro, c'est absolument exclu et les marchés l'anticipent et à juste titre. Il y aura peut-être même d'ailleurs, peut-être encore des surprises plutôt dovish dans le sens où la BCE peut encore innover sur son autre programme d'achat d'actifs réguliers qui a maintenant plus de 6 ans, hein, l'APP et sa version pour la dette publique. On peut imaginer plein de nouvelles choses. Il y a évidemment tout le programme d'émission de dette commune en Europe pour le Next Gen, pour la relance de l'économie européenne et pour sa transition énergétique notamment. La BCE sera très active en termes de financement de ce point de vue-là. Elle peut peut-être augmenter la part de la dette qu'elle achète de ce côté-là. Elle peut faire des ajustements et être extrêmement flexible. Il y a un point qui est vraiment très intéressant, qui n'est pas complètement nouveau, mais qui est malgré tout extraordinaire dans les propos de Philip Lane, le chef économiste hier, c'est qu'il cite explicitement les prévisions d'émission de dette gouvernementale, donc de déficit public en zone euro, comme un facteur influençant les décisions de la BCE. Donc on est très avancé aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus qu'il y a quelques années, dans une forme de coordination explicite, ou quasi explicite aujourd'hui, entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Si c'est bien fait, c'est vraiment de nature à soutenir l'économie européenne, l'emploi, l'investissement et à terme l'inflation pour que la BCE enfin atteigne sa cible qui en plus est aujourd'hui plus ambitieuse, symétrique autour de 2%. Dans ce contexte, comment vous regardez les marchés actions, Frédéric ? On sait que les investisseurs sont toujours un peu frileux quand il s'agit de changer de paradigme, changer de régime, changer de tempo. Donc la Fed enverra le signal quand bon lui semblera. Mais les marchés actions, alors le jeu du moment, c'est quand même de compter le nombre de records battus par le S&P 500 et le Nasdaq. On aura peut-être une année historique en termes de records sur le marché américain. C'est plus compliqué en Chine. On voit en Europe, on a eu un petit trou d'air la semaine dernière. Est-ce que les marchés actions vous paraissent sains aujourd'hui dans le contexte qu'on décrit ? Est-ce qu'il y a beaucoup de complaisance peut-être ? En tout cas, je ne vois pas de changement de régime sur le marché actions majeur depuis le début de l'année. On a parlé de complaisance de temps en temps parce qu'il y a des risques et qu'on ne les voit pas matérialisés sur les indices actions. On voit une dynamique qui est très similaire d'un mois à l'autre. Quelques corrections de 3, 4, 5%, buy de dips. On repart parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible, je pense, aujourd'hui dans l'environnement et l'univers d'investissement liquide et que les actions, en termes de potentiel de croissance et des bénéfices, y compris pour l'année prochaine, continuent de montrer une amélioration. Non seulement on a des chiffres stratosphériques pour les profits des entreprises cette année, comparé à l'année dernière, il y a un effet de base bien sûr, mais on a aussi une augmentation, toujours une amélioration graduelle des perspectives de croissance pour l'année prochaine, malgré le variant, malgré la Chine qui ralentit, malgré les alertes ici ou là dans certains secteurs. Donc c'est sain, je ne sais pas, mais en tout cas c'est toujours très fort en termes d'inflow aussi et d'entrée de capitaux sur ces marchés. Et je le répète,
l'ajustement des politiques monétaires, que ce soit américaines ou européennes, c'est important, ça peut entraîner du bruit, mais ce n'est pas fondamentalement un facteur décisif pour les marchés actions à long terme. Ce qui compte, c'est si cette relance économique, monétaire et budgétaire fonctionne. Et si effectivement on va vers un potentiel de croissance, une croissance tendancielle dans les années qui viennent, plus importante, qui nous permettent notamment de gérer la transition énergétique. Et si c'est le cas, oui, les marchés actions ont encore du potentiel, probablement même le seul, ou en tout cas le plus élevé parmi toutes les classes d'actifs traditionnelles. À propos de relance, il va falloir que les stratégistes se remettent à suivre la politique. Frédéric, le grand enjeu dans un mois maintenant, ce sont les élections générales en Allemagne. On aura le temps dans quelques mois de parler de la présidentielle française, mais c'est une élection, bon, on en a déjà parlé avec vous, qui est peut-être beaucoup plus importante que les élections précédentes que l'Allemagne a pu connaître. À un mois de l'échéance, quel est l'état des lieux, des forces en présence que vous dressez, Frédéric ? Alors on va continuer à en parler jusqu'au bout parce qu'il y aura beaucoup d'incertitudes, c'est certain. Le fait majeur des derniers sondages d'opinion, c'est que les socialistes, centre-gauche, SPD, Olaf Scholz, ministre et potentiel candidat à la chancellerie, sont en train de passer devant. Et pour la première fois depuis 15 ans, le SPD est en tête à un petit point dans certains sondages devant la CDU, devant les conservateurs et devant les Verts et les autres. Et ça signifie que les coalitions aujourd'hui qui sont probables en l'état actuel des sondages sont forcément des coalitions basées sur 3 partis. Une grande coalition n'est d'ailleurs pas probable, mais pas possible. Une coalition de la droite avec les Verts n'est pas possible non plus. Donc la seule façon, ce serait de s'accorder entre 3 partis, avec y compris les libéraux qui rentrent dans le jeu. Et ça va être très compliqué, parce que certains de ces partis, la plupart d'ailleurs, sur des questions comme l'environnement, la fiscalité ou l'économie en général, sont parfois très opposés. Donc ça va être très compliqué. C'est une élection très importante. Ma crainte, en l'état actuel des choses, c'est que ça débouche sur tellement de concessions que peut-être on n'y verra pas forcément plus clair tout de suite à la fin du mois de septembre et que ça prendra encore un peu de temps pour savoir ce qui se passe en fait après l'ère Merkel. Et l'incertitude de ce point de vue est encore très élevée. Le quart de siècle de l'ère Merkel qui va se terminer donc en cette fin de mois de septembre. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Bah oui, on garde les mêmes et on continue pour cette saison 2 avec Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau, qu'on va retrouver un jeudi sur 2, le directeur général de Kipling Finance pour cette saison 2 de Smart Bourse. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous avez droit à votre petit commentaire de rentrée, l'ambiance de marché. On en a parlé un petit peu avec Frédéric. C'est vrai qu'en Europe, en tout cas, il y a eu cette petite alerte la semaine dernière. Est-ce que l'alerte est passée ? Est-ce qu'on est encore dans un questionnement de marché, là, au moment où on se parle ? Oui, ça vient d'être dit par vous et par votre invité. On est un peu dans l'expectative. On a besoin de drivers. On sort de la période des résultats. Vous l'avez dit tout à l'heure, Bouygues ferme la marche. On n'a plus à attendre de bonnes nouvelles comme toutes celles qui ont pu animer cette cote jusqu'au mois d'août, où on avait atteint des sommets, 6913 en séance, et tout ça a été porté par les résultats. Là, on va devoir trouver d'autres raisons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle manque profondément. Et ce sont des silences qui vont peser sur la cote au quotidien. Je me suis livré à une petite étude, enfin pas une étude, à une observation, mais j'ai regardé, puisqu'avant l'été, on se demande comment va se passer l'été. Écoutez, c'est une drôle de coïncidence finalement, puisque le 25 juin, puisque le 26 c'était début de l'été, le CAC était à 6641. Ouais. Il est aujourd'hui, ce matin en tout cas, il était à 6641 points. Alors ça n'a pas été un été de tous les repos. On a eu les taux en juillet qui sont à nouveau invités autour de la table. On a commencé par perdre 6%, 6-7% et toucher un plus bas. Le 19 juillet, on était tombé à 6253 points. On avait perdu quasiment 400 points. Ouais. Et puis là-dessus, les publications, ce dont on vient de parler, qui ont redopé les marchés jusqu'à 6900 points. On a repris 700 points quasiment. Tout ça pourquoi ? Revenir au point de départ et revenir au niveau... Un été pour rien pour le CAC 40. Voilà, un été pour rien pour le CAC 40 avec ses illusions et ses désillusions. Et maintenant, il faut construire cette fin d'année qui va être très très complexe, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ouais, on voit les échéances effectivement et qui justifient sans doute un peu
plus de prudence et de positionnement défensif chez les investisseurs. Dans la correction qu'on a eue la semaine dernière, il y a quand même le sujet du luxe qui n'est pas fini pour moi. Je continue d'en parler tous les jours. Mais non, mais parce que ça baisse encore. Oui. Kering, LVMH, Hermès, là, sont encore un peu sous pression aujourd'hui. Alors, c'est pas la même ampleur de ce qu'on a vu la semaine dernière. Encore une fois, en 2-3 séances, je le rappelle, ce sont des valeurs, des grosses capitalisations. LVMH, la plus grosse capi européenne, sont des valeurs qui ont pu perdre 10, 15, jusqu'à près de 20% de baisse pour une valeur comme Kering en 3 séances. Oui, alors Le secteur reste sonné encore, j'ai l'impression. Oui, le secteur reste sonné, et puis du coup, les analystes reprennent leur crayon et puis regardent un petit peu les choses. C'est même un peu plus que ça, puisqu'effectivement, celle qui a été la moins touchée, Hermès a perdu 10%, LVMH a perdu 17% entre le plus haut de la séance. Toujours pareil, ça s'est joué entre le 13 et le 20 août. Le 13 était le plus haut pour ces 3 valeurs, plus haut historique, et le 20, le plus bas du marché pour ces 3 valeurs plus bas récents de cette correction. Et puis effectivement, on a eu Gucci qui a perdu jusqu'à 23-24% par rapport au plus haut de la séance et plus bas de la séance. Alors Gucci, on l'a toujours dit, dans le luxe... Gucci. Mais oui, bien sûr. Gucci, de toute façon, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est un lapsus révélateur, tout à fait. Ça. Mais Gucci, c'est Kering. Kering, on l'a toujours dit, c'est un peu le tracker des 3. Il amplifie les phénomènes, il amplifie les mouvements. Et puis, effectivement, comme je l'ai dit, il y a Gucci. Et Gucci, c'est la marque emblématique des Chinois. Donc, ils ont eu un peu la double peine. Ils ont subi à la fois les déclarations de Xi Jinping, qui a dit qu'il fallait redistribuer les richesses. Et c'est là que le marché a pris peur. Se dire, oh là là, on va sanctionner le luxe, on va créer de l'impôt supplémentaire et tout. Et puis, finalement, en seconde lecture, les analystes disent, attention, il va toucher à ceux qui possèdent plus d'$1 million d'actifs liquides. Pas les urbains, pas les nouveaux petits riches chinois qui gagnent $35 000 par an et qui sont de gros consommateurs. On a eu l'occasion de l'évoquer une fois. Les grands-parents avaient travaillé dur, accumulé de l'argent. Les parents ont vécu et n'ont pas pu acheter l'immobilier qu'elle est avec. Et du coup, les petits-enfants ont bénéficié de donations, de dons, de la part des parents et des grands-parents. Et ils ont fait quoi? Ce sont tous les yuppies, jeunes cadres chinois, qui ont dépensé plus que de raison et qui continuent de le faire et qui vont continuer de le faire, à dépenser dans le luxe et dans les grandes marques. Donc, le problème est plus psychologique que réel. On peut avoir un ralentissement. Alors la psychologie, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'à un moment, il ne sera pas inapproprié d'avoir du luxe et à ce moment-là, qu'il y ait une réaction de la part de la population chinoise. C'est pas pour une forme demain. d'autocensure sous la pression en se disant, politique. Voilà, Je n'affiche pas mon sac Gucci dans la rue, donc est-ce que je vais en acheter autant que prévu? Et puis, d'un côté, marché et analyste, c'était une sorte d'un petit électrochoc de dire, mais on paye ces valeurs-là, des multiples absolument insensés. Est-ce qu'on a raison de continuer comme ça? La conclusion de ce que j'ai pu lire et de ce qu'on regarde quand on échange chez nous, c'est, bon, on va laisser passer la tempête. Pour le moment, il est trop tôt pour sortir de ce secteur. En tout cas, il n'en est même pas question. Le secteur va peut-être être un peu capé à court terme. On va peut-être moins le voir connaître les parcours qu'il a connus récemment. Mais en tout état de cause, il est trop tôt pour s'en aller. L'autre élément qui est important, c'est vrai que ça peut avoir un impact dans les portefeuilles de particuliers, parce que beaucoup avaient gardé ces plus-values. Ce sont des lignes surpondérées dans les portefeuilles. Mais on en a également tous ces nouveaux investisseurs qui sont venus depuis 1 an ou 2 ans. On leur disait, c'est trop, ça monte. On n'avait pas le point d'entrée. On considère que, fort de cette baisse-là, alors peut-être qu'on attendra un peu plus, mais pour revenir sur les plus dynamiques, toujours pareil, reviendrons sur Gucci, qui sera celle qui rebondira peut-être. Si le secteur rebondit, c'est celle forcément mécaniquement qui rebondira le plus.
et puis revenir sur LVMH ou Hermès. Hermès un peu moins parce qu'elle a le moins baissé, il y a un peu moins d'upside, il y a un peu moins de plus-value engrangée, mais sur LVMH qui a fait perdu 17%, qui est quasiment sur les niveaux du 20 août. Oui, ça n'a pas rebondi. On a eu un rebond lundi, mais depuis, c'est ça. Et puis, finalement, on retrace dans les niveaux de cours actuels autour de 600. 615 pour LVMH. Oui, c'est les niveaux de la fin de semaine dernière. Voilà, je pense que des investisseurs qui n'en avaient pas, qui n'osaient pas rentrer compte tenu de la hausse de ces titres, du prix, peuvent peut-être un peu mettre le doigt dedans et puis attendre tranquillement. Ça vient d'être très bien dit précédemment. Il y a une classe d'actifs qui va continuer de progresser, c'est le marché des actions, parce que par défaut, il n'y a rien d'autre. Parce qu'il y a du cash, et puis parce qu'on sort d'une période de publication qui a été extraordinairement bonne, qui a surpris et agréablement surprise, qui devrait perdurer en 2022. Donc, voilà pourquoi on peut mettre des valeurs de qualité dans des portefeuilles quand on n'a pas de secteur de luxe. Ouais. À propos de résultats, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que Bouygues publie toujours en dernier, un peu en décalé par rapport aux autres sociétés du CAC 40, mais vient fermer la marche des 40 grandes valeurs françaises, avec finalement un discours assez emblématique pour une boîte de BTP en grande partie quand même. Il y a Bouygues Télécom, mais il y a quand même la grosse activité de BTP bien sûr chez Bouygues. Oui, en 2021, ce sera l'année de la normalisation. On reviendra sur les taux de marge normatifs qu'on avait avant la crise, 2 ans après. Exactement, un discours qui s'accompagne de révisions en hausse pour les résultats attendus pour l'année entière 2021, en full year. Même Bouygues ne s'attendait pas à un tel retour rapide. Et puis surtout, toutes les composantes du groupe sont dans le vert. Tout va bien. Colas, qui a publié également, carnet de commandes historique, des acquisitions, de la croissance externe, et puis il y a toujours derrière ce dossier TF1-M6. Alors même si la décision c'est pour l'été 2022, on a le temps d'en reparler, mais c'est vrai que ce groupe a démontré, et Dieu sait s'il ne nous passionne pas outre mesure d'habitude, on lui trouve un peu une décote le côté conglomérat de holding un peu compliqué, et puis finalement des résultats qui la propulsent aujourd'hui, où des investisseurs se disent mais bon sang, pourquoi n'en ai-je pas dans mon portefeuille? Alors moi je trouve que venir aujourd'hui alors qu'elle vient de prendre 11% en quelques semaines, c'est peut-être arrivé un petit peu après la bataille. J'ai un petit peu peur que ce soit joué à court terme, mais ça mérite quand même d'être signalé. C'est un titre pas inintéressant. Bon, un titre qui se comporte bien quand même sur la publication des résultats. La vraie vedette du jour, on peut terminer avec ça, c'est Vivendi, alors que la mise en bourse d'Universal Music Group se rapproche. Je crois que ce sera la fin du mois de septembre à Amsterdam. Le groupe a encore relevé les prévisions pour Universal, avec un appétit pour la musique dématérialisée qui continue de progresser. Oui, alors et puis il y a la révision de gros intermédiaires, gros brokers, qui étaient plutôt résultats en ligne, on a un peu peur, on ne voit pas, et qui tournent un peu leur veste et redeviennent très très positifs, comme vous le dites, sur des revalorisations des actifs du MG, de l'impact que ça va avoir lors de l'introduction qui se fera le 23 septembre prochain. Et surtout, la spéculation maintenant, c'est entre Mediaset, d'autres opérations, UMG 60%, 73% détenus par Vivendi, 60% qui vont être remis dans le public. Bien, c'est quand même sur 3 opérations, quasiment 6,5 milliards qui vont rentrer dans les poches de Bolloré, on va dire, en tout cas de Vivendi. Et de là, les spéculations les plus folles sont ouvertes. Alors, soit il va en redonner, il va faire des rachats d'actions et puis faire un retrait de la cote, soit il va garder ce cash et il va regarder autour de Canal, Havas, Editis et Gameloft, et puis autour de ces marques qui vont rester dans Vivendi, repartir et refaire de la croissance externe sur des opérations plus ou moins ambitieuses. Certains parlent de Sky, avec qui il y avait des potentiels partenariats à un moment. Donc,
voilà, il y a peut-être une autre histoire qui va jouer autour de Vivendi et qui suscite l'intérêt des investisseurs. Un peu la même histoire avec Vincent Bolloré. Oui, c'est toujours il se pareil. retrouve toujours un moment avec beaucoup de cash et là, que va-t-il faire? Il faut toujours être de son côté. Visiblement, oui, côté ça n'a pas desservi les pour le reste, je minoritaires sais pas, qui étaient à mais en côté tout de cas, lui ça a jusqu'à toujours présent. servi. Merci beaucoup, Franklin. Ravi de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous dans Smart Bourse, l'édition de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.